Bonjour à tous. Marche pas. Ok. Bonjour à tous. Merci Éléonore de m'avoir invité. Moi, je vais essayer de vous donner un autre regard, enfin un regard qu'on entend en tout cas beaucoup moins souvent sur le problème environnemental. C'est le résultat d'un cheminement intellectuel de plusieurs années que je vous livre là. Moi, j'ai envie de vous donner de la perspective, de la profondeur, de prendre du recul, parce que je trouve qu'on est complètement bloqué dans les 150 dernières années, là. On est dans des corners intellectuels, et je pense qu'il faut qu'on arrive à en sortir, il faut qu'on arrive à dépasser ça. Donc on va repartir de la base. Voilà, la base du vivant. L'univers s'est formé il y a 13 milliards d'années. La Terre, il y a 4,56 milliards d'années. Donc les premières formes de vie, c'est 3,8 milliards d'années. Les premières bactéries photosynthétiques, cyanobactéries, 3,5 milliards d'années. Les premières cellules, 2,7 milliards d'années. Donc vous voyez le temps que ça prend là. Hein. Ensuite, pour avoir un organisme multicellulaire, 2,1 milliards d'années. Donc il faut 600 millions d'années de plus pour passer de une cellule à 2 cellules. Voilà, c'est ça les échelles de temps du vivant. Et puis enfin, les arbres, ça vous devez être plus familier, j'espère. Voilà, 400 millions d'années, fin du Dévonien, début du Carbonifère. La vie arrive sur la terre et les sols. Et c'est là que le foisonnement du vivant va vraiment exploser. Et puis les hominidés, il y a seulement 2,5 millions d'années. Donc on est totalement anecdotique dans l'histoire du vivant sur cette terre. Alors malheureusement, on n'est pas anecdotique puisqu'on est en train de tout exterminer. Mais voilà, et on n'est pas arrivé en fin d'évolution. Hein. D'autres espèces sont apparues depuis qu'on est là. Donc la vie est restée dans les océans pendant un peu plus de 3 milliards d'années, c'est-à-dire 80% du temps. Alors pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant tout ce temps, le climat a varié. Voilà, conséquence de l'apparition de la croûte continentale, parce qu'en fait la croûte continentale est venue capturer beaucoup de carbone. Et donc, elle a fait baisser la température planétaire. Et puis, c'est aussi la position en fait, de la croûte continentale va modifier l'effet d'albédo et donc modifier la température sur Terre. Mais c'est majoritairement refroidissant, tout comme l'apparition de la photosynthèse. Hein. La photosynthèse a fait baisser de très nombreuses fois la température sur Terre, puisque les cyanobactéries absorbent du dioxyde de carbone, rejettent de l'oxygène, la température baisse. Voilà. Et puis, bon, les météorites, parce qu'elles font des poussières qui bloquent les rayons du soleil, vous êtes familier avec ça, je pense. Et de l'autre côté, il y a les éruptions volcaniques qui ont un double effet, qui ont un effet refroidissant d'une part, parce que pareil, elles émettent des poussières qui vont bloquer les rayons du soleil, et d'autre part, un effet réchauffant, puisque lors des éruptions volcaniques, il y a de grandes quantités de CO2 qui sont larguées dans l'atmosphère, ce même CO2 qui a été emprisonné dans la croûte terrestre. Donc une chose qui est vraiment fondamentale, c'est que climat et biodiversité sont liés. Il faut arrêter de séparer systématiquement ces deux sujets. Ces deux sujets fonctionnent ensemble au travers des grands cycles géochimiques. Les différents cycles de l'eau, du carbone, de l'azote, etc. Donc voilà, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus séparer ces deux problèmes. C'est parce qu'on sépare ces deux problèmes qu'aujourd'hui, on fait une immense, écrasante majorité de greenwashing. Donc on donne des injonctions contradictoires, on regarde les problèmes en silo, et le résultat, c'est qu'on continue à faire n'importe quoi, et qu'en fait, c'est pire chaque année. Donc ce qu'il y a sur ce graphique-là, c'est la température sur les 500 dernières millions d'années. Vous pouvez voir que la ligne en pointillé, c'est ce qu'on appelle la fever line. Cette ligne, elle est à 18 degrés. Et en fait, on sait très bien qu'au-dessus de 18 degrés, on parle de changement cataclysmique. Et en dessous de 18 degrés, c'est le monde que nous connaissons aujourd'hui, un monde avec calotte polaire. Donc maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on avait dit 2 degrés et surtout pas 3, parce qu'on sait très bien qu'au-delà de 3 degrés, les changements en fait, des cycles géochimiques sont tels qu'on parle de changements vraiment massifs. Et d'ailleurs, ces changements massifs, ça a donné 5 grandes extinctions au cours des 500 derniers millions d'années.
Voilà, le vivant est un équilibre dynamique. Donc ça, c'est hyper important. Souvent, quand on parle de biodiversité, les gens s'imaginent qu'il y aurait une photo qu'il faudrait conserver absolument, c'est comme si elle était gravée dans le marbre, là, comme l'étape de la loi. Sauf que le vivant, c'est pas du tout ça. Le vivant, c'est une évolution permanente, c'est un cycle permanent d'apparition et de disparition des espèces qui ne s'arrête jamais. Et actuellement, on sait qu'on dépasse totalement le taux normal d'extinction des espèces. Le taux normal d'extinction des espèces, on le regarde sur les biologistes, les paléontologues, ils prennent des tranches de 1 million d'années, ils font des moyennes. La moyenne, c'est 20% sur la Terre. Et quand on dépasse les 50%, on dit qu'on est sur une grande extinction de masse. Bon, on voit l'extinction de masse arriver d'abord, pas en regardant les espèces, puisque là on parle d'espèces, mais en regardant les individus au sein de ces espèces. Et donc là, on rentre actuellement dans la 6e grande extinction de masse provoquée par l'homme, qui n'a absolument rien à voir avec le réchauffement climatique. Hein. D'accord ? Cette 6e extinction de masse, c'est simplement nous qui oppressons, qui écrasons le monde vivant. Aujourd'hui, l'impact réchauffement climatique, il est vraiment anecdotique. Hein. C'est pas du tout ça le problème. Et puis après, il faudra regarder dans le détail. Donc là, on est sur un taux 1000 fois supérieur au taux normal. Donc ça veut dire que ce qu'on fait, c'est bien pire qu'Armageddon. C'est bien pire qu'Armageddon. Normalement, les extinctions, ça prend 500 millions d'années, 500 000 ans à 1 million d'années. Nous, là, ce qu'on est en train de faire, on le fait en quelques décennies. Donc vraiment, à côté, c'est rien, quoi, Armageddon. Puis il faut regarder dans le détail aussi, hein, parce que là, c'est 1000 en moyenne, mais par exemple, si vous regardez sur les mammifères, on est à 8000%. Donc on parle vraiment d'un écrasement qui est massif. Alors, le vivant, qu'est-ce que c'est ? Le vivant, c'est 2 millions d'espèces. Okay, 400 000 espèces de plantes. Donc des centaines de millions de variétés. Okay, il y a 3 grandes branches dans le vivant. Les archéobactéries, c'est la branche violette, qu'on appelle vulgairement les archées. Les eubactéries, et à eux deux forment les prokaryotes, et puis les eucaryotes, donc là c'est toute la partie droite. Donc oui, pardon, excusez-moi, archées et eubactéries sont des organismes monocellulaires. Et puis la partie droite, c'est les eucaryotes, c'est 85% du vivant, nous nous trouvons dans ces 85%, et il y a des organismes monocellulaires et des organismes pluricellulaires au sein des eucaryotes. Donc vous voyez, le vivant, c'est quelque chose qui est arborescent. D'accord ? C'est pas pyramidal, hein. Il n'y a pas un aboutissement d'une espèce au-dessus des autres ou quoi que ce soit. C'est pas du tout comme ça que ça marche. On n'oublie pas, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais et qui est arborescent. D'accord ? Donc ça, par ailleurs, on appelle ça l'arbre des vivants. C'est un cours d'écologie pour les étudiants en biologie de première année, quoi. Donc, on a dit qu'il y avait 2 millions d'espèces, sauf qu'en réalité, les biologistes estiment qu'il y en a entre 8 et 20 millions. Mais c'est très compliqué parce que, pour vous donner un exemple, hein, il y a eu moins d'humains qui sont allés dans les abysses océaniques que dans l'espace. Donc, le résultat, c'est qu'il y a plein d'endroits sur Terre où on n'est pas encore allé et du coup, on connaît assez mal le vivant. Puis ça intéresse pas grand monde, finalement. C'est un peu triste. Donc, la taille moyenne d'un être vivant sur Terre est celle d'une bactérie. Très important d'avoir ça en tête, hein. L'espèce animale la plus abondante serait le krill, vous savez, c'est la nourriture des baleines. Mais paradoxalement, la vie marine ne représente que 1% de la biomasse totale. Voilà, la durée d'une espèce fluctue d'1 million d'années chez les mammifères à 11 millions d'années dans le cas de certains vertébrés marins. Le vivant est un équilibre dynamique, je répète, hein, parce que c'est vraiment important. Et cette dynamique, ou adaptation ou évolution, parce que c'est un gros mélange, s'effectue principalement par la sélection naturelle. Ça, c'est important. Pourquoi je mets cette phrase ? Parce que souvent, j'entends les gens qui disent « Oh, les arbres vont s'adapter ». Donc, imaginons, je vous prive d'eau toute la semaine, et puis je vous donne la quantité d'eau que vous buvez normalement en une semaine, à la fin de la semaine. Dans les 2 cas, vous êtes mort. L'adaptation, c'est pas ça. L'exemple qui est souvent donné par les biologistes, c'est que les gens s'imaginent qu'il y avait de la nourriture en hauteur, et puis au fil de l'évolution, des animaux avec des grands coups ont poussé. Mais absolument pas, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Il y a des mutations génétiques aléatoires, ou en tout cas aujourd'hui on n'a pas du tout compris la logique de ces mutations, et soit le résultat de cette mutation est adapté à son environnement et il survit, soit il disparaît. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et l'évolution, c'est ça, c'est la sélection naturelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que le vivant n'est pas prédictible. La biodiversité et les sciences du vivant, c'est infiniment plus complexe, mais que le climat.
parce qu'on ne peut pas modéliser le vivant, il est beaucoup trop complexe, et surtout, il n'est pas prédictif. On ne peut pas prévoir, on ne sait pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vivant? Dans ce vivant, il y a 82,54% de végétaux, 15% de bactéries, 2,2% de champignons, 0,73% les protistes, animaux 0,36%, les virus, bon, toujours des discussions de savoir si c'est des êtres vivants ou pas, est-ce qu'ils rentrent dans ce tableau, ils l'ont mis, c'est 0,04%. Donc vous voyez cette petite biomasse, à quel point elle peut rendre la vie infernale à 0,01% de la biomasse que sont les humains. Donc aujourd'hui, on a 0,01% de la biomasse qui écrase tout le reste de la biomasse vivante. Au sein des végétaux et champignons, alors je les ai mis ensemble, les végétaux et champignons, pour une raison simple, c'est que c'est une coévolution. Les végétaux et les champignons, c'est une symbiose. D'accord ? Aujourd'hui, 90% des plantes ne peuvent pas vivre sans les champignons. Et au sein de cette famille, la famille la plus importante, c'est les angiospermes, 65%, c'est-à-dire les plantes à graines. Très important, d'accord ? Parce qu'on mange des graines. La graine, ça a changé la face du vivant et le développement du vivant sur Terre. Voilà. Les arthropodes, 77,2% chez les animaux. Donc les animaux, c'est principalement des insectes. Massivement des insectes. Et nous, on est dans les cordées, 3,5%. Alors, elle est où, cette biomasse ? Cette biomasse, en fait, elle est principalement dans les sols. 75% de la biomasse est dans les sols et 25% des espèces de cette biomasse est dans les sols. Il faut vraiment avoir en tête que les sols, c'est l'interface entre le monde minéral et le monde vivant. Les sols, c'est extrêmement important. 99% du vivant sur Terre repose sur les sols et en réalité, même la biomasse marine repose aussi sur les sols. Elle est totalement concentrée le long des côtes parce qu'en fait, elle bénéficie des minéraux apportés par l'érosion et le ruissellement. Voilà, il y a plus de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel. Hubert Reeves, j'espère que vous le connaissez, un astrophysicien, un des premiers à avoir bataillé sur l'environnement et faire de la vulgarisation. Quelqu'un de très brillant et très profond. Il faut autour de 10 000 ans pour constituer 30 cm de sol. Ok ? Donc, encore une fois, ça prend du temps. Donc, il faut les préserver, nos sols, parce qu'on ne va pas recréer des sols comme ça. Oui, donc en bas, à droite, 1 gramme de sol. Donc ça, c'est le travail de Lionel Ranjard. Donc Lionel Ranjard, il est chercheur, il est écologue, chimiste à l'origine, chercheur à l'INRA. C'est très intéressant son travail. Il a fait la plus grande banque de sol au monde. Il a séquencé l'ADN de 17 000 échantillons de sol. Et en fait, on est en train de faire des pas de géant dans la recherche sur les sols. Parce que si vous voulez, historiquement, les sols, ça a été totalement abandonné. Parce que le sol, c'est sale. Le sol, c'est les enfers. Le sol, c'est là où on met les morts. Bref, le sol, pas d'intérêt. Et donc là, la recherche fait des bonds vraiment de géants voilà, grâce à la techno. Et maintenant, on est vraiment en mesure d'évaluer en fait, la vivacité, les propriétés d'un sol. Et donc, dans 1 gramme de sol, il y a 1 milliard de bactéries, avec 1 million d'espèces de bactéries. 1 million de champignons et 1000 espèces différentes de champignons. Et donc là, ce que je vous ai mis à gauche, la carte de France, là, c'est une planche d'Hérold. Les plus anciens se souviennent peut-être avoir vu ça à l'école. Et vous voyez ce qu'il est écrit en haut en jaune, là ? Le sol, c'est la patrie. Pardon. Améliorer l'un, c'est servir l'autre. Pensez-y. C'est hyper important. Vraiment. Tout repose sur les sols. Donc, de quoi est fait cette biomasse ? J'espère que vous vous rappelez un peu de vos cours de lycée, mais la biomasse est faite des chons. Les chons, c'est les 4 briques élémentaires du vivant. Donc carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et j'espère que vous vous rappelez aussi la propriété spéciale du carbone, c'est que le carbone, il peut faire 4 liaisons. Et en fait, c'est ça qui a permis le développement de chaînes complexes et donc d'organismes complexes. Donc le carbone, il a un rôle vraiment hyper important. Toutes les biomolécules contiennent au moins du carbone et de l'hydrogène. Vous êtes fait aussi de carbone et d'hydrogène. Tout le vivant est fait de carbone et d'hydrogène. Donc la biomasse qu'on appelle
En agriculture, la matière organique, c'est important pour la suite de la présentation, est majoritairement constituée de carbone. Et donc le sol est le plus grand puits de carbone sur lequel nous pouvons rapidement agir. Parce que si vous voulez, on va avoir du mal à impacter le cycle du carbone dans les océans. C'est un cycle de plusieurs milliers d'années, dans les abysses océaniques, c'est certainement encore plus. Donc voilà. Alors que le sol, si vous voulez, ça peut être très rapide. Je vous ai remis la formule de la photosynthèse, que tout le monde devrait connaître absolument par cœur. Sans ça, il n'y a pas de vie. Enfin, la majorité du vivant n'est pas là sur Terre. Donc voilà, 6 molécules que font les bactéries photosynthétiques et les plantes. Elles prennent 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau avec l'énergie lumineuse. Elles font du glucose, c'est 6H12O6, et 6 molécules d'oxygène. La barre qui est en dessous, c'est un diagramme du GIEC. Et on voit tout de suite que les sols sont le plus grand puits de carbone avec 1580. 632, c'est la partie racinaire de la forêt, et puis on pourra aller plus loin parce qu'en fait la partie aérienne de la forêt repose bien sur les sols, les 488 là et les 122. Donc voilà, c'est absolument énorme. Et c'est des gigatonnes, pardon, hein, bien sûr, comme d'habitude, quoi, mais je précise quand même. Et puis le diagramme qui est en dessous, il est intéressant parce qu'en fait ça permet de voir tout de suite l'impact des pratiques agricoles sur la quantité de matière organique, donc de carbone, qui est dans le sol. Et donc là, on voit tout de suite que la vigne, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que les Romains faisaient déjà du vin il y a 2000 ans, et qu'à force d'avoir désherbé, labouré, gratté, il ne reste plus grand-chose, quoi. Ensuite, il y a la partie verger et culture. Pas terrible non plus. Les prairies et les forêts. Voilà, vont stocker les mêmes quantités de matière organique, puisqu'en fait les prairies, le sol n'est pas travaillé, on n'exporte pas de matière organique en permanence, comme quand on fait une culture. Et là, il est intéressant de dire, c'est dans le travail de Léonard Rangeard, qu'on peut retrouver une diversité bactérienne plus grande au sein des prairies. Donc curieusement, finalement, l'agriculture peut avoir certaines vertus. Mais finalement, quand on a bien cherché, on s'est rendu compte que même s'il y avait une plus grande diversité bactérienne, les systèmes fonctionnent moins bien entre eux. En fait, les systèmes les plus résilients, avec les meilleures interactions entre champignons, bactéries et tout le reste de ce qui constitue la vie d'un sol, sont toujours bien meilleurs dans les forêts. Alors, qu'est-ce qui a tout changé dans la trajectoire de l'humanité? Ok, il y a le feu il y a 400 000 ans, mais ce qui a massivement changé la trajectoire de l'humanité, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est la première grande anthropisation, c'est la première grande modification de l'environnement, à grande échelle, partout sur Terre. Donc en 12 000 ans, on a déforesté 50 à 70% des forêts de cette planète pour faire de l'agriculture. En France, c'est 70%. Donc c'est ça qui a vraiment tout changé. La nature est majoritairement l'agriculture en France, puisque 54% du territoire, c'est de la surface agricole. Donc à un moment, si vous voulez parler d'environnement et être un petit peu sérieux et crédible, il va falloir vraiment s'intéresser à ce sujet, parce qu'en fait, la nature aujourd'hui, c'est principalement l'agriculture. On parle de l'artificialisation en permanence. Oui, bien sûr, il faut arrêter. Je ne vais pas faire l'apologie de l'artificialisation. Mais enfin, on parle de 8% du territoire. Donc on passe un petit peu au travers du sujet. Là, en dessous, l'image, en fait, bon, il y a plein de petites choses, d'ailleurs, c'est peut-être pas très lisible pour vous, mais en gros, il faut se dire qu'on a commencé à domestiquer le riz et les lentilles il y a 9 000 à 10 000 ans. Voilà. Donc tout ça, ça date pas d'hier. L'empreinte de l'homme sur la planète et sur l'environnement, massif, il date pas du tout d'hier, il est en réalité extrêmement ancien. Extrêmement ancien. Alors c'est quoi les conséquences de cette agriculture? Donc là, je vous ai déjà dit, déforestation, 50%, et donc on a détruit 50 à 70% des écosystèmes. C'est aussi simple que ça. Avec une très forte perturbation du cycle de l'eau, parce que oui, maintenant on sait qu'en fait, les arbres sont à l'origine de 65% des pluies continentales. Avant, on pensait bêtement, là, physique, pur et dur, sans partie organique. Oui, température, atmosphère égale précipitation de l'eau. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc les arbres émettent des poussières, qui sont des bactéries en fait, qui permettent par capillarité aux gouttes d'eau de se former et à la pluie de tomber.
Donc en fait, avoir déforesté massivement, non seulement c'était une grosse modification du cycle du carbone, déjà à l'époque, et une grande modification aussi du cycle de l'eau. D'accord ? Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, ils avaient déjà remarqué en fait, cette interaction entre déforestation et disparition des pluies. Parce qu'avant, on observait, on n'était pas uniquement dans l'obsession du calcul et du tableur Excel. Oui, je vous ai mis maximum de déforestation au XIe siècle en France, hein, parce que souvent, vous savez, les personnes de plus de 50 ans un peu réfractaires sur l'environnement disent « Ah, vous voulez revenir au Moyen-Âge ?» C'est le grand argument classique. Alors, on ne souhaite pas du tout revenir au Moyen-Âge, parce que comme vous pouvez le voir, le Moyen-Âge, en fait, il y avait une pression sur l'environnement qui était absolument phénoménale. Nous, ce qu'on souhaite là, c'est bâtir une nouvelle agriculture. On ne souhaite pas du tout revenir en arrière. Qu'est-ce que ça a provoqué aussi ? La destruction des sols par le travail du sol, par les labours. Et les labours, en fait, ça a pour conséquence de relarguer dans l'atmosphère des grandes quantités de CO2, parce qu'en fait, on va venir faire remonter la matière organique, qui est du carbone, qui s'oxyde, qui se dégrade, qui relargue du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En plus, on tue toute la vie, puisque tout ce qui vit sans air est remis à l'air, et tout ce qui vit à l'air est remis sans air. On met ce qui est aérobie, anaérobie, et ce qui est anaérobie, on le met aérobie. Bon, et on détruit tous les habitats aussi de tous les arthropodes. Ensuite, ça provoque une forte érosion des sols, une forte évaporation de l'eau, favorisant la désertification. Un écrasement de la biomasse sauvage au profit de la biomasse d'élevage humaine. Ça, c'est l'infographie qui est en bas à gauche, en bleu, là, où donc on voit qu'il y a 10 000 ans, au début de l'agriculture, la biomasse, c'était 99% d'animaux sauvages et 1% d'humains. Et qu'en fait, après 10 000 ans d'agriculture, la biomasse sauvage, c'est 1%. Donc, l'extermination de la biomasse sauvage, elle a déjà eu lieu. Elle est déjà passée. Et 67% d'élevage et 32% d'humains. Donc c'est vraiment une catastrophe. Il faut absolument rétablir un peu des ordres de grandeur cohérents, sinon on va tous mourir de virus et de bactéries pathogènes. Ça a provoqué aussi, pour finir, last but not least, un appauvrissement général des écosystèmes et une simplification extrême de la nature, puisque on cultive très peu d'espèces. On cultive 190 espèces, alors qu'on a dit qu'il y avait plus de 400 000 espèces de plantes. Alors, ok, elles ne sont pas toutes comestibles, mais enfin, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Et pire que ça, en réalité, 90% des cultures représentent 20 espèces. Par ailleurs, cultivées en monoculture et avec des semences standardisées. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que 2 variétés de maïs qui sont plantées. Donc, le jour où il y a une pandémie, une bactérie ou quoi, sur un des maïs, je ne sais pas si vous voyez ce dont on parle. Résilience 0. Et la monoculture, en fait, c'est le problème. Parce que les semences et la monoculture, ça marche ensemble. C'est ça qui a créé les ravageurs. C'est-à-dire que vous arrivez, vous mettez plus qu'un seul aliment, la plupart des insectes n'ont plus rien à manger, il en reste 2-3 qui, eux, trouvent exactement ce qu'ils aiment, et alors là, ils se reproduisent en folie, quoi. Donc la monoculture est responsable des ravageurs, c'est tout un système, en fait. Et oui, aussi en bas à droite, il y a cette étude qui dit que depuis les débuts de l'agriculture, on aurait relargué, 133 gigatonnes, c'est ça, milliards de tonnes. Ouais. Et comme on sous-estime tout en permanence, vous voyez bien, le GIEC est systématiquement en retard. On a énormément de mal, on est toujours très en retard, on sous-évalue tous, on sous-évalue tout. C'est certainement plus. Quel est le deuxième grand événement qui a changé la trajectoire de l'humanité ? Celui-là, vous le connaissez bien, on vous en parle en long et en large et en travers, non-stop. L'industrialisation, qu'on pourrait aussi appeler l'accélération, puisqu'il y avait déjà un phénomène de destruction qui était présent, maximum de déforestation au XIe siècle, écrasement de la biomasse sauvage, tout ça c'est ancien. Sauf que l'industrialisation, ça a permis d'accélérer en fait ce phénomène qui était déjà présent avant. Donc on a créé 60 000 molécules de synthèse. D'accord ? Ces 60 000 molécules de synthèse, on a empoisonné toute la biosphère avec. Du plus profond des océans jusque dans l'atmosphère. Aujourd'hui, vous retrouvez des traces de pesticides. Parce que, qu'est-ce qui est le plus grave dans ces 60 000 molécules de synthèse ? De très très loin, c'est les pesticides. Les pesticides, ils ont ceci de différent du reste des autres problèmes environnementaux. C'est qu'ils ont été créés pour tuer. Ils ont été créés pour tuer la biodiversité, pour tuer les plantes et les insectes, herbicides
et fongicides. Les microplastiques, le CO2, tout ça, là, ça n'a pas été créé pour tuer. Donc l'impact, comparé aux pesticides, est petit en réalité. Les pesticides, c'est massif. Ça marche très bien, ça a été pensé pour tuer. Donc oui, ça marche très bien. Donc c'est des perturbateurs endocriniens, dont 82% d'après les fabricants eux-mêmes. Donc ça, c'est le tableau, là, l'étude que vous voyez en dessous. Elle a été écrite pas par une ONG, ni un permaculteur à plumes dans les cheveux. Elle a été écrite par Bayer, BASF, Dow AgroScience, Syngenta et d'autres. Et donc, ce qui ressort de cette étude écrite par les fabricants de produits eux-mêmes, c'est que leurs produits sont toxiques et mortels au nanogramme dans 82% des cas. Donc, ce qu'on utilise, c'est les abeilles. On les utilise comme sentinelles. Il n'y a que les abeilles qui comptent pour les humains parce qu'elles nous sont utiles. Le reste, comme ça ne nous sert à rien, on s'en fiche. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 1500 pesticides autorisés en Europe, qu'on met des cocktails. Que pour l'exemple des néonicotinoïdes, en fait, quand on faisait les études en labo, puisque toutes les études sont faites en labo, on ne voyait aucun problème de toxicité. Ah bah oui, parce qu'en fait, les néonicotinoïdes, ça désoriente les abeilles. Et les abeilles, elles ne peuvent plus rentrer à la ruche. Et donc, comme on ne fait pas d'études in situ, on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire, comme d'habitude, quoi. Surtout sur le vivant, comme ça n'est pas prédictible, on fait vraiment absolument n'importe quoi. Surtout que le pesticide, au moment où il touche le sol, hop, il y a une réaction chimique. Hein. La vie, c'est de la chimie. Donc, réaction chimique, on ne sait pas ce qu'on cherche. Sachant qu'on met des quantités de produits différents assez phénoménales. Donc, c'est ça la 6e extinction de masse. Qu'est-ce qui a radicalement changé depuis 30 ans ? Ce qui a radicalement changé depuis 30 ans, c'est la nature des pesticides eux-mêmes, qui sont dits systémiques par les fabricants. Vous pouvez aller voir le rapport annuel de Bayer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est aussi le fait que maintenant, on a des semences enrobées. Donc, si vous regardez les chiffres des pulvées, la pulvérisation, vous allez la voir stagner, voire baisser. Mais en fait, depuis 20 ans, ils ont développé des semences enrobées et donc ça contamine à la racine, c'est le cas de le dire, la plante. Et c'est des produits qui sont infiniment plus efficaces que ce qu'on faisait en fait dans les années 70 et 80. Donc non seulement on a doublé la quantité de pesticides en Europe en 30 ans, mais la nature des produits n'a plus rien à voir. C'est des produits systémiques, c'est des produits vraiment qui ont des capacités à exterminer qui sont bien supérieures à ce qu'il y avait avant. Donc en France, on en met 42 000 tonnes par an. Comme c'est actif au nanogramme, parce qu'en fait, c'est pas la quantité qui compte. En fait, un perturbateur endocrinien, il est plus efficace à petite dose, puisque c'est comme ça qu'il passe la barrière immunitaire. Il n'est pas repéré par le système immunitaire, et donc il peut intoxiquer le corps. Donc 42 000 tonnes de pesticides par an, ça fait 42 milliards de doses toxiques qu'on met sur nos sols. Voilà. Bon. Évidemment, tout est en train de mourir. C'est pas besoin d'avoir Félix pour comprendre ça. Pardon. 30% vont sur 3% des sols, la vigne. Donc, quand vous buvez du vin, pensez-y. D'accord ? Vous êtes en train de boire du pur poison. Heureusement, on l'exporte massivement. Très cher. Et donc, voilà, les semences enrobées. Donc, moi, je veux que vous ayez en tête, que vous reteniez que notre plus gros problème à date environnemental, c'est ça, c'est les pesticides. On est en train délibérément de tout exterminer avec ça. Et là, c'est vraiment l'aboutissement, c'est-à-dire que c'est dans les prochaines années là que tout va se jouer. C'est pas en 2030, en 2050 ou... Là, je vous ai mis une carte des pesticides dans le monde. Bon, bah voilà, on peut voir que tout le monde est devenu fou, en résumé, sauf en Afrique où il y en a un petit peu moins. Il y a quand même 1,2 milliard d'habitants en Afrique dont on parle jamais, mais voilà. Et donc, bah, le résultat, c'est un effondrement massif de la vie sur Terre. Donc, le graphe en haut à gauche, c'est la biomasse d'insectes dans les zones protégées allemandes. D'accord ? Donc les zones protégées allemandes, elles sont très bien protégées, hein, ces zones. C'est incroyable parce qu'en 27 ans, on a perdu 75% de la biomasse des insectes. Sachant qu'on ne partait pas d'un stock intact et que l'étude s'arrête en 2016, qu'il y a eu 6 ans de plus
de pesticides systémiques dessus. D'accord? Donc quand je vous dis, là, c'est dans les prochaines années, je suis hyper sérieuse. Et tous les biologistes sont absolument formels sur le sujet. Forcément, quoi, comme ça va dans l'eau, tout est contaminé. Là, on dit on va faire plus de réserves, plus d'espaces préservés, mais c'est de la fumisterie totale. Rien n'est préservé. On est contaminé, je suis contaminé, tout est contaminé en fait, partout. Moins 69%, c'est l'indice planète vivante. C'est un indice qui est fait par le WWF. Donc moins 70% de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles et d'amphibiens. Je dis 70 parce que c'était en 2020, donc on a dû dépasser les 70. Sur les populations d'oiseaux, alors ouais, en France, c'est moins 15% en moyenne. Quand je regarde le reste du monde, on est plutôt autour de 30, donc je ne sais pas quelle est la spécificité française ou bien s'il y a un problème de comptabilisation. Mais il faut avoir en tête que les insectes qu'on extermine, puisqu'on met des insecticides et des herbicides, ils sont la base de la chaîne alimentaire en fait. Donc derrière, c'est pour ça que tout s'effondre. Tout s'effondre, littéralement. Ensuite, c'est quoi les effets collatéraux de cette accélération industrielle? Bon, vous les connaissez, brûler de la biomasse fossile, parce que n'oublions pas, le gaz, le pétrole, le charbon, c'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, c'est aussi de la biomasse. Et de la biomasse non fossile, la forêt. Et surtout, deuxième et très importante conséquence, donc ça c'est le deuxième impact sur la biodiversité derrière les pesticides, c'est l'exploitation minière. L'exploitation minière, on utilise beaucoup de solvants, beaucoup de mercure, il faut des quantités d'eau phénoménales qui sont stockées dans des barrages. On ne sait pas retraiter cette eau, donc on la stocke comme ça, ad vitam aeternam. Et forcément, quand il y a des inondations, ou bien que le barrage est mal entretenu et qu'on a trop extrait de métaux, au bout d'un moment, il pète. Il pète, et c'est l'image qui est en dessous. Donc ça, c'est la plus grande catastrophe environnementale à date, qui était en 2015. C'est donc au sud du Brésil, dans le Minas Gerais, qui est une région minière. Donc près de Mariana, il y a un barrage qui contenait, il me semble, vous vérifierez, mais 20 millions de mètres cubes de boue polluée au mercure et au solvant. Et le barrage a pété, et donc toutes ces boues se sont déversées dans le fleuve sur 850 km jusqu'à l'océan Atlantique. Et donc il y a eu des millions et des millions d'animaux morts, de poissons, de tous les animaux qui dépendent de la rivière. Cette rivière, aujourd'hui, on l'appelle la Rio Morto, la rivière morte. Il faudra des millénaires pour que qu'un écosystème réapparaisse. Et puis, on a dû déplacer instantanément 500 000 personnes dans les heures qui ont suivi, parce que là, c'est très rapide. C'est tellement puissant que ça tue en quelques heures. Les problèmes environnementaux, on peut les résumer simplement, que ce serait comme un petit pense-bête, en disant qu'il y a 7 grandes plaies environnementales. Donc il y a la déforestation, la crise des rendements agricoles, la pénurie d'eau, l'épuisement des océans, la 6e extinction de masse, la pollution et le changement climatique. Pardon. La déforestation. Donc la cause principale de la déforestation, c'est l'agriculture, comme on l'a déjà dit, à 80%. D'accord ? Il y a un petit peu des sécheresses maintenant, mais ce n'est pas du tout la majeure partie des problèmes. Et puis construction d'infrastructures 8%, activité minière 6%, urbanisation 5%. Les conséquences, c'est un appauvrissement du sol. Parce que les arbres, ils créent de la matière organique en permanence, donc ils viennent enrichir le sol. Voilà. Et nous, on fait l'inverse. On coupe et on exporte. On coupe, on exporte, que ce soit les arbres, les plantations, tout. Donc forcément, ça provoque un appauvrissement des sols. Ça provoque de l'érosion, parce que si vous voulez, les arbres, ils amortissent l'eau. Donc d'un seul coup, il y a un sol à nu, il pleut, voilà, ça provoque de l'érosion. Et puis quand il y a de l'érosion, qu'est-ce qui se passe en bas ? Il y a des inondations. Donc ça provoque une perte du stockage de l'eau, qui en provoque elle-même une désertification. Ça provoque une perte d'espace de vie des animaux et la destruction des puits de carbone. Alors les solutions, parce que moi, je pense qu'on ne parle pas assez des solutions en Occident. On parle sans arrêt des problèmes, et on passe peu de temps finalement sur les solutions. Les solutions, c'est l'agroforesterie, donc réintroduire des arbres dans les systèmes agricoles, et une agriculture qui serait bio-intensive, parce qu'en fait, on sait quelle agriculture on doit faire. On sait très bien, et ça fait maintenant plus de 50 ans qu'on sait en fait. Mais il ne se passe pas grand-chose, comme d'habitude.
Mais bio-intensif, ça veut dire que on va cultiver tout mélanger et de façon beaucoup plus serrée. D'accord? Donc en fait, on aura des rendements. En fait, on va essayer de reproduire ce que fait la nature. La nature, sur 1 m² de terre, il y a au moins 100 espèces, 100 variétés au moins différentes de plantes. Et là, c'est vers ça qu'on va tendre. La complexité crée de la richesse. Et donc, les plantes poussent beaucoup mieux. D'accord? Et donc, on aura besoin aussi de beaucoup moins d'espace si on fait ce type d'agriculture. Manger moins de produits animaux, plus de protéines végétales, bon, ça, vous connaissez. Simplement, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi la surface, puisqu'on va avoir un problème pour nourrir tous les gens qui vivent sur cette planète, qui seront pour une bonne partie dans des zones où on ne pourra plus faire pousser de nourriture. Voilà, réensauvager, un mot qui n'existait pas il y a encore quelques années, tant on est dans le contrôle, parce que la forêt, ça pousse tout seul. Ce qu'on a chez nous, c'est des plantations, c'est pas de la forêt. D'accord? C'est de la plantation monoessence, parfois 2 ou 3 essences. Mais c'est pas ça une forêt, d'accord? La forêt, elle pousse tout seul, donc il faudrait laisser pousser la forêt. C'est très contre-intuitif, hein, parce que là on se dit mon Dieu, c'est la catastrophe, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et en fait, la meilleure stratégie, ce serait pour une fois de ne rien faire, de laisser faire la nature. Les arbres qu'on plante aujourd'hui, il y en a 54% qui meurent systématiquement. Parce qu'un arbre qui pousse en conteneur, en pot, forcément, il a un système racinaire qui n'est pas du tout développé. Il a poussé dans un endroit X avec des conditions X, on le met dans un endroit Y, c'est plus du tout les mêmes conditions. Voilà. Donc en fait, planter des arbres, c'est parfaitement inefficace et ça ne fait pas des forêts. Ça, c'est pas vrai. Mais comme on va avoir du mal à lâcher ce contrôle qu'on aime avoir sur tout, il faudrait au moins reforester avec une forte diversité d'essences. Et en futaie régulière, ça veut dire avec des arbres de tous âges, de toute hauteur, etc. Et puis laisser des arbres sur place, parce qu'on passe notre vie à exporter, encore une fois, cette biomasse. Donc les sols s'appauvrissent, les animaux n'ont plus rien à manger, on fait plus d'humus, on appauvrit le sol, il disparaît. Voilà. Donc baisse des exports de biomasse. Voilà. Ensuite, crise des rendements agricoles. La crise des rendements agricoles, c'est l'agriculture intensive principalement. Parce qu'en fait, on a tellement surexploité nos sols, on a tellement pris toute cette matière organique et toute la vie. Bon, en plus, on a balancé plein de produits comme des fous, donc effectivement, là, la vie, elle risque plus de faire de l'humus, quoi. Mais en fait, voilà, en fait, on a pris de l'avance, on a tellement extrait toute cette richesse des sols que là, ça plafonne, là. Ça y est, on arrive en haut de la gaussienne, là, puis pouf, ça fait 3 ans que les rendements commencent à baisser. Donc, va falloir arrêter ça le plus rapidement possible, comme la monoculture, qui génère donc des ravageurs, et donc on a besoin de pesticides, c'est formidable, on ne peut jamais s'arrêter avec des systèmes comme ça. Le travail du sol, parce que comme on a dit, travailler le sol, c'est remettre la matière organique et l'oxyder, donc larguer du carbone, mais voilà, c'est forcément appauvrir le sol, parce que tout ce qui repart dans l'atmosphère n'est plus dans le sol. Hein. Diminution du stock de matière organique, érosion des sols et les sécheresses. Bon, pour l'instant, c'est plus mineur en réalité, les sécheresses. C'est aussi lié aux techniques agricoles qui sont très mauvaises et ça amplifie en fait l'impact des sécheresses. Les conséquences, c'est un appauvrissement des sols, une déstructuration de la vie du sol, des pénuries alimentaires, érosion, inondation, pareil parce qu'on a des sols à nu, perte du stockage de l'eau, désertification, destruction du puits de carbone qu'est le sol. Les solutions, pardon, c'est l'agriculture biologique. Vraiment, là, va falloir arrêter de systématiquement vouloir exterminer le sol et la vie du sol, rapidement. Parce que comme vous l'avez vu, il ne nous reste que quelques années avant qu'il n'y ait vraiment plus rien. L'agroforesterie, donc de réintroduire des arbres dans les systèmes agricoles. Des arbres qui nourrissent notamment, c'est-à-dire que maintenant on nourrit les animaux avec de la déforestation, des pins de soja qui viennent d'Amazonie ou de l'huile de palme qui vient d'Indonésie, alors qu'avant on les nourrissait avec des glands de chêne, des châtaigniers, bref, tout avait une double fonction. Chaque espace non seulement avait une double fonction, il n'y avait pas un seul espace pour faire une seule chose, mais en plus tout était utilisé pour faire plusieurs choses. C'était beaucoup plus recherché, moins systématique. Agroforesterie, je ne réexplique pas. Maraîchage sur sol vivant, c'est le fait de ne pas travailler le sol, jamais labourer, désherber le moins possible. Toutes ces petites plantes là qui poussent, qu'on appelait avant des mauvaises herbes, elles capturent du carbone, c'est formidable. Et puis elles aident les autres plantes en fait à mieux se développer. Il faut bannir la monoculture, manger moins de produits animaux, plus de protéines végétales, tout ça, vous connaissez. Relocaliser l'agriculture, très très important.
très très important. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai écrit ça parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 30% de l'alimentation dans le monde qui est gaspillée. Donc quand on vous dit, oh là là, Ukraine, pénurie alimentaire, etc., mais c'est complètement faux. La réalité, c'est qu'on produit beaucoup trop de nourriture, et ça depuis très longtemps, mais que d'une part, on la gaspille, principalement parce qu'on la transporte, et d'autre part, il faut quand même dire que les pays riches aussi ont décidé de ne pas partager avec les pays pauvres, parce qu'en fait, la quantité de gens qui crèvent de faim dans le monde, elle est à peu près constante. Pourtant, on produit plus de nourriture, on a produit plus de nourriture dans le temps, donc c'est vraiment une question d'allocation. Il va falloir arrêter les engrais de synthèse, parce qu'aujourd'hui, les plantes, en fait, sont même plus capables de se débrouiller toutes seules. Elles sont sous perfusion des engrais de synthèse et des pesticides, et utiliser des engrais organiques, c'est-à-dire nos déchets, les déchets des humains. Voilà. Ça, c'est une richesse, d'accord? C'est comme les déchets verts. Les déchets verts, ça n'existe pas. C'est une richesse. Tout ça, ça doit servir à créer du sol et de l'humus, et à fertiliser nos sols pour produire de la nourriture. Ensuite, la pénurie d'eau, c'est principalement le fait qu'elle est polluée, d'accord? Donc elle est polluée principalement par les pesticides, et ensuite par les engrais, par les pollutions industrielles, de façon moins importante les bouts de stations d'épuration, mais ça mobilise des grandes quantités d'eau, en fait, qui sont immobilisées, et d'énergie, alors que ça devrait être une richesse, que ça devrait servir à créer du sol et de l'humus. Pardon, où est-ce que j'en suis? Je ne sais plus. Voilà, irrigation sur sol à nu, parce que ça provoque des évaporations massives. D'accord? Un sol à nu, s'il fait 30 degrés dehors, il peut monter très vite à 80 degrés en température, pour vous donner une idée. Donc autant vous dire que la vie du sol, quick. Ensuite, déforestation, baisse de la matière organique. Comme on a dit, ça réduit le stockage de l'eau, changement climatique et sécheresse, et inondation. La pénurie d'eau, ses conséquences, raréfaction de la ressource en eau, d'accord? Parce qu'elle est polluée. Voilà. Ruissellement, érosion, évaporation, perte du stockage de l'eau, et surtout, très important, conséquence du changement climatique, c'est une répartition inégale dans le temps et dans l'espace. Il ne prévoit pas qu'il y ait moins d'eau. Bon, c'est pas ce qu'on a observé cette année, ni en 2003, mais il prévoit un changement. Et donc, comme je vous ai dit, même le problème, c'est que si vous n'avez pas d'eau pendant une semaine et que d'un seul coup, vous avez toute l'eau de la semaine, ça va pas, quoi. D'accord? Donc là, compta de compte, on regarde le total qui est tombé, on peut pas raisonner comme ça marche pas. Il faut regarder les jours consécutifs sans pluie, les jours consécutifs avec pluie, c'est assez compliqué. Ensuite, bon, voilà, le reste, ok, solution. Bon, j'espère que vous commencez à comprendre. D'accord? C'est l'agriculture biologique, l'agroécologie, l'agriculture bio-intensive et l'agroforesterie, manger moins de produits animaux, plus de protéines végétales, réduire l'exploitation minière, sortir de l'extractivisme, arrêter de brûler de la biomasse fossile et non fossile. Épuisement des océans. Alors je sais qu'on vous abreuve de photos des poissons qui ont des microplastiques, oulala. Alors certes, mais en fait, les océans se sont effondrés parce qu'on les mange les poissons, c'est la surpêche le problème. Très loin devant. Je sais plus, c'est plus de 90% du problème. Eutrophisation. En grec, eutrophisation, ça veut dire avoir trop à manger. Eutrophisation au bord des côtes à cause des engrais azotés. Donc les engrais azotés, la particularité de l'azote, c'est qu'il n'est pas retenu par le complexe argilo-humique, contrairement à tous les autres minéraux. Donc, à la minute où il pleut, votre engrais azoté, il dévale dans le ruisseau, dans la rivière, dans le fleuve et dans l'océan. Et c'est pour ça qu'après, on a des algues vertes partout au bord des côtes qui tuent les milieux marins. Pollution, métaux lourds, acidification des océans, ça vous connaissez par cœur. Qu'est-ce que ça provoque, la mort des coraux? Bon, les coraux, c'est gênant, hein, c'est une clé de voûte, un peu comme les chauves-souris. Sans eux, il n'y a plus de vie, 90% de la vie océanique disparaît. Effondrement des populations de poissons, disparition des espèces, contamination aux métaux lourds, contamination aux pesticides, destruction du puits de carbone. Donc il faut impérativement bannir la surpêche. Si vous n'habitez pas sur une île aux Philippines, vous ne dépendez pas directement du poisson, donc essayez de ne pas manger de poisson, d'accord? Parce que c'est vraiment ça la cause de l'épuisement des océans. En plus c'est plein de métaux lourds, donc c'est pas très recommandé. Puisque l'océan a longtemps été la poubelle des humains, vous savez sans doute. Il faut arrêter les engrais de synthèse et pesticides, réduire l'exploitation minière, arrêter la combustion de biomasse fossile et non fossile. La 6e extinction de masse, donc ça j'espère vraiment que là vous l'avez compris,
La cause numéro 1 de très très loin, loin devant, c'est les pesticides. C'est la monoculture, c'est la tonte et l'export de matières organiques, comme on a dit. Appauvrissement, il n'y a plus rien à manger pour les insectes. C'est la déforestation, les pollutions industrielles, l'artificialisation et le trafic d'animaux sauvages. J'ai quand même mis parce qu'en fait, c'est le deuxième plus grand trafic au monde, le trafic d'animaux sauvages. Voilà, ça pèse quand même un peu, mais c'est rien hein, comparé aux pesticides, bien sûr. Conséquences, effondrement du taux de reproduction des espèces, extinction des espèces, nuisibles et ravageurs, bah oui, parce qu'on les nourrit, et augmentation des virus et bactéries pathogènes, tant pour les plantes, parce que les plantes sont en train de tomber malades aussi, que pour tous les animaux. Vous entendez parler de la grippe aviaire quand même de plus en plus, ça n'est qu'un début, et les humains. Donc solution, il faut impérativement bannir la monoculture. Il faut réintroduire des variétés homogènes, parce que si vous voulez, les vendeurs de produits, d'accord, Bayer & Co, ils sont aussi propriétaires des semences. C'est des packages, en fait, ça marche ensemble. D'accord, c'est semences plus phyto plus engrais. Parce que, en fait, ces semences-là, elles ont été calibrées pour fonctionner dans ces agrosystèmes de cette façon. Et du coup, on n'a plus de semences, on n'a plus de variétés génétiques dans les semences. On a une uniformisation totale des semences qui est la propriété, par ailleurs, de ces fabricants. Donc ces fabricants, en fait, ils ont mis main basse sur tout le vivant. D'accord ? Ils ont tout breveté, ça leur appartient. On n'a pas le droit d'utiliser ces semences aujourd'hui. D'accord ? Et donc il n'y a plus aucune variété. Et si on ne recrée pas de la variété génétique et des semences paysannes, on ne pourra jamais se réapproprier ce sujet de l'agriculture et de l'alimentation. Aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas propriétaires de leurs semences, quoi. C'est quand même extrêmement grave. Ensuite, voilà, agriculture biologique, agroforesterie, maraîchage sur sol vivant. J'espère que manger moins de produits animaux, plus de protéines végétales, réduire l'exploitation minière, combattre le trafic d'animaux. La pollution, bon ça, on vous en parle quand même pas mal, mais encore une fois, le lobby fait bien son travail. On ne parle jamais des pesticides. C'est pourtant la cause numéro 1 en termes de pollution. Pollution industrielle, déchets biodégradables non toxiques, les fameux plastiques et microplastiques qu'on vous montre toute la journée, et la combustion des énergies fossiles et non fossiles. De la biomasse fossile et non fossile. Bah, le résultat, empoisonnement de toute la biosphère, du sol au plafond, d'accord, partout. Des maladies, baisse de taux de fécondité, destruction des espaces de vie, solutions. Bon, j'ai pas remis toute la cohorte là, mais agriculture biologique, maraîchage sur sol vivant, bio-intensif, agroforesterie, tout ça, moins de protéines végétales, moins de protéines animales, pardon, plus de protéines végétales, réduire l'exploitation minière, sortir de l'extractivisme et arrêter la combustion de biomasse fossile et non fossile. Le changement climatique, je vais aller vite parce que vous en entendez parler tout le temps. Donc le changement climatique, ça n'est qu'une des 7 grandes plaies environnementales. Le problème est beaucoup plus global que le réchauffement climatique. Et on oublie tout le temps de le dire, mais la première cause du réchauffement, c'est la destruction des puits de carbone. Je parle première dans le temps. Mais c'est aussi très important en nombre de tonnes d'effets CO2. Mais voilà, n'oublions pas, d'accord ? C'est pas seulement brûler de la biomasse fossile et non fossile, c'est aussi la destruction des puits de carbone. C'est hyper important. Bon, les conséquences, vous les connaissez, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Les solutions, pareil, simplement, voilà, il y a arrêter le travail du sol, d'accord ? Puisque ça remet des quantités massives de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, bon, en bas, il y a les rétroactions. Ah oui, voilà, j'ai mis tout est lié dans les rétroactions, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, il y a très rapidement des conséquences qui deviennent des causes, etc. Et donc, en fait, tout ça est lié. Il faut arrêter de séparer les problèmes. C'est notre principal problème aujourd'hui, ce silotage technique. Il faut arrêter. Voilà, donc en bas, il y a les rétroactions du climat, et puis un petit graphe qui montre que si on n'avait pas les puits de carbone, en fait, on aurait 2 fois plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, j'espère que vous l'avez un peu compris là dans cette présentation, c'est que la biodiversité, c'est au centre de tout. De tout. D'accord ? C'est au centre, c'est les matières premières, c'est l'alimentation, c'est l'oxygène, c'est l'eau, la pluie, le stockage de l'eau, l'épuration, c'est les sols, c'est la régulation des grands équilibres physico-chimiques. Okay ? C'est la régulation des maladies et des risques naturels, et même le tertiaire et l'industrie. Ça, on a vraiment tendance à l'oublier. Mais même là où je travaillais à la Société Générale, c'est le tertiaire, il y a bien du papier, il y a bien des meubles en bois, il y a bien des stylos avec de l'encre. Ces encres, c'est généralement des végétaux. Okay ? Donc en fait, la biodiversité, elle est partout.
On ne peut pas faire sans la biodiversité. Même l'industrie est remplie de biodiversité, qui d'ailleurs fonctionne avec l'eau, et on ne peut rien produire sans eau de toute façon sur cette terre. Voilà. D'abord, donc, je vais vous expliquer rapidement mon parcours. Donc, pourquoi je passais de la finance à l'agriculture. Donc, moi, je travaillais pour la direction des activités de marché de la Société Générale. Voilà, le monde des ingénieurs au maximum. C'était super. Super, je travaillais dans ce qu'on appelle un secrétariat général. Donc au secrétariat général, on ne fait pas du secrétariat, hein. On fait de la stratégie pure et dure opérationnelle, la vraie strat, pas celle qu'on fait dans le conseil. Et c'était extrêmement intéressant, j'étais avec des gens hyper brillants, intellectuellement c'était hyper stimulant, j'ai appris comme jamais dans mon existence. Et puis au bout d'un moment, j'avais fait le tour et malheureusement, trouver un boulot aussi intéressant au sein de la Société Générale, je trouvais pas mieux, quoi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit bon mince, je vais partir. Et en même temps, je voyais bien que le sujet environnemental, ça allait de mal en pis. Parce que si vous voulez, en 2008, quand on a voté les quotas carbone, moi j'y croyais là, de loin, tout ça, je me disais ah oui, c'est super, ça y est, on a résolu le problème. Sauf qu'on a attribué beaucoup trop de quotas carbone. Personne n'avait besoin de tous ces quotas et que comme en plus on a désindustrialisé l'Europe, en fait il y en a pléthore. Donc c'était parfaitement inefficace. Et je voyais que ça allait de mal en pis et c'est là que je me suis dit bon, moi j'ai peut-être quelque chose à apporter parce que j'ai travaillé dans la finance à haut niveau et que finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui passent de la finance comme ça à l'environnement. Donc d'abord j'ai travaillé dans des start-up vertes, voilà. Rapidement, je me suis rendu compte que c'était complètement bullshit. Donc j'ai décidé de rentrer au WWF. Vous savez, les pandas, vous connaissez sans doute. Et puis c'est pareil, en fait, ça correspondait pas vraiment à mes valeurs, dans le sens où on devait répéter la doctrine américaine. Je vous dis texto ce qui m'était dit. Et que la doctrine américaine, elle est pas très profonde. Elle vise à surtout mettre plein de panneaux solaires, mais qu'est-ce qu'on fait pour tout le reste ? On ne sait pas trop. Donc rapidement, je suis partie et je suis devenue lobbyiste à Bruxelles pour l'environnement / finance verte. Et c'est pareil, en fait, je me suis rendu compte que c'était assez inutile. Moi, j'avais envie d'être utile. Je me suis rendu compte aussi que blablater en meeting sur l'environnement autour des PowerPoint, c'est pas ça, œuvrer pour la nature, le vivant et l'environnement. Ça, c'est les histoires qu'on peut se raconter, mais c'est pas vrai. Et donc, j'avais vraiment l'impression qu'en participant à cette industrie verte, la croissance verte, machin, j'étais surtout en train de participer au plus grand effet rebond qu'on va jamais créer, quoi. Finalement, le parachèvement de la grande extinction. Donc là, je me suis dit, oula, je suis en train de faire du pur greenwashing. Il faut que je sorte de ça parce que moi, je veux vraiment œuvrer pour le vivant. Si j'ai envie de parler d'écologie, peut-être qu'à un moment, il faudrait que je sois au contact de la nature et que je la connaisse, parce que c'est bien d'en parler, mais il faut savoir de quoi on parle et être un petit peu légitime. Et donc, je me suis dit, bon, là, il va falloir que tu reviennes au contact de la nature, quoi. C'est pas possible autrement, en fait. Et donc, je suis partie habiter dans le Morvan, que je ne sais pas si vous connaissez le Morvan, c'est un parc naturel qui se situe en Bourgogne, dans lequel je fais une maison autonome en eau et en alimentation. Voilà, c'est l'histoire d'une vie, hein. C'est très difficile, très compliqué. Et puis voilà, j'ai plein d'autres engagements comme rapporteur de l'Assemblée citoyenne, comme batailler sur LinkedIn, etc. Moi, il y a quelque chose dont j'aimerais d'abord vous parler, c'est un peu d'éthique, parce que moi je pense qu'on a un gros problème d'éthique en Occident. Et pour moi, la question, c'est pas comment produire l'énergie, c'est ce qui mobilise 99% du débat environnement. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie ? C'est ça la question. Parce que je vous ai mis en dessous, on peut exterminer tout le vivant avec une énergie décarbonée. D'accord ? Là, c'est ça là, qu'on s'apprête à faire. Donc je pense qu'il est vraiment important de remettre en question les questions, ce qu'on appelle les prêts-à-penser ou les raccourcis intellectuels, qui ont été pensés par d'autres à votre place. N'hésitez pas à les remettre en question. La question n'est pas comment stopper la croissance démographique. Clairement, là, c'est une question d'éthique, parce que dans ce cas, commençons par tuer les plus gros pollueurs, c'est-à-dire nous. La question, oui d'ailleurs, dont le taux de croissance de la croissance démographique est déjà en baisse, et écrasé par l'allongement de la vie. Donc en fait, voilà, on commence à plafonner. Là, on arrive sur le haut de la gaussienne, pareil.
Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Comment faire pour ne plus consommer 2,9 planètes? D'accord? Parce que si vous êtes, comme moi, un restaurateur de biodiversité, d'accord, qui ne travaille pas son sol, qui plante énormément de plantes, des arbres, etc., peut-être que vous avez une bonne chance de devenir un puits de carbone. Et donc, si tout le monde est un restaurateur de biodiversité et un puits de carbone, en fait, plus on est, mieux c'est. Ça montre à quel point la question de la démographie, c'est clairement une fausse question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? La question n'est pas comment réduire son empreinte carbone, c'est-à-dire réduire son impact négatif, mais comment restaurer la biodiversité et construire une symbiose avec le vivant, c'est-à-dire avoir un impact positif. Parce que pendant que vous avez un impact positif, vous n'êtes pas en train d'avoir un impact négatif. Moi, pendant que je suis en train de planter des plantes, de créer du sol, etc., je ne suis pas en train de brûler du carbone et artificialiser du sol et alimenter le productivisme, quoi. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Voilà, et là c'est ce que j'ai mis. Réduire uniquement notre empreinte carbone nous conduit tout droit vers une économie décarbonée et donc décomplexée qui parachèvera l'extermination du vivant. Là, c'est ça le planning qu'on est en train de réaliser. Donc la question est comment produire de la nourriture, puisque l'agriculture c'est le centre, mais aussi et surtout quelle nourriture doit-on produire? Ça c'est vraiment important qu'on se repose les questions de ce qu'on veut manger en fait. Et après, comment fait-on pour produire cette nourriture? Donc pour moi, la bonne attitude à adopter, c'est de repenser notre relation au vivant. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas des petits silos techniques dans des coins là avec des petites visions en corner. Le sujet, c'est un sujet global, métaphysique, d'accord, profond. Il faut repenser notre relation au vivant et je vous l'ai dit, il faut s'y connecter parce que c'est la seule manière de l'observer, d'accord, d'apprendre à la connaître, de la comprendre et de l'aimer pour la restaurer. La nature, c'est 3,8 milliards d'années de création et de symbiose. D'accord? Pensez à la haute technologie d'une graine, c'est ce que je vous ai écrit. Quand l'industrie fera le quart du nanogramme de la moitié de ça, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, quoi. Mais ne croyez pas que travailler pour la direction d'une banque systémique qui a été créée par Napoléon III, qui a 5000 entités juridiques, toutes les devises de la planète, c'est plus compliqué que de faire une agriculture bio-intensive et symbiotique. C'est pas vrai. Le vivant, c'est bien plus complexe que tout ce que vous pouvez imaginer et que tout ce que l'industrie ne fera jamais. Mais ça, il faut le voir pour le savoir. Moi, quand j'ai quitté la ville, je me rendais pas compte à quel point la nature, c'était puissant, c'était beau, c'était complexe, c'était incroyable en fait, vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer de vous y reconnecter. On n'y arrivera pas en fait si on ne fait pas ça. Donc le problème environnemental ne date pas du capitalisme, hein, comme on a dit, on a détruit le vivant bien avant le capitalisme. Mais le capitalisme est quand même un problème, bien sûr, je ne vous dirai jamais le contraire. J'espère que vous l'avez compris dans cette présentation, mais donc le problème environnemental vient majoritairement de l'agriculture, et donc l'agriculture est majoritairement la solution. Donc en fait, on a des solutions claires, on les connaît. Voilà, et chacun d'entre nous doit impérativement se réapproprier le sujet de l'alimentation. Enfin, aujourd'hui, qui sait se nourrir dans cette pièce? Je ne parle pas, très bien, félicitations. Je ne parle pas d'aller au supermarché. J'espère qu'on s'était bien compris. Bah écoute, tu viendras chez moi me montrer tes techniques. Mais voilà, aujourd'hui, plus personne ne sait se nourrir. C'est quand même effarant, franchement. C'est effarant. Et même les agriculteurs, pour la majorité d'entre eux, ne savent pas se nourrir. Donc je ne sais pas si vous réalisez le niveau de risque et d'absence totale de résilience dans lequel on se trouve. Savoir se nourrir, ça paraît quand même être la base, en fait. C'est extrêmement grave. Et bon, voilà, pareil. Un système où seuls 2% des gens produisent 100% de l'alimentation ne peut pas être durable. Je pense que ça paraît logique. Alors là, je vous provoque, vous allez aimer. Le sujet environnemental n'est pas un sujet d'ingénieur, mais c'est un sujet de biologiste, de microbiologiste, de botaniste, d'écologue, d'hydrologue, de pédologue, de paléontologue, d'évolutionniste, de généticien, d'agriculteur, d'anthropologue, de philosophe et d'éthique. Voilà, mais comme vous êtes à Centrale, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça a ça de merveilleux. De toute façon, même moi, j'ai pas arrêté de changer de métier et de secteur. Donc en fait, c'est vraiment une question de volonté, quoi. Rien n'est prédestiné. Mais je vous engage à avoir une approche globale, radicale et intégrale. C'est hyper important. Arrêtons de séparer climat et biodiversité. C'est une énorme erreur qui va nous coûter très cher. Voilà, et je vous ai mis à aller travailler à vélo, alimenter le productivisme n'a aucun sens, hein. Vraiment. Posez-vous des questions fondamentales.
Et je vous engage à être dans l'action et à sortir de la spirale des mots et des paroles. Je suis ravie d'être là pour donner une conférence, mais au bout d'un moment, on a compris qu'il y avait un problème. Hein. On l'a dit dans toutes les langues, sous tous les axes, etc. Et je pense qu'à un moment, il va falloir se mettre en mouvement et agir vraiment. Donc, à restaurer la biodiversité. Voilà, je vous ai mis une liste non exhaustive de ce que vous pouvez faire. Alors, il y a toute une partie individuelle, puisque comme on a dit, il s'agit d'une symbiose entre l'individu et les politiques publiques. L'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible. Mais s'il y avait une seule chose à faire, si vous avez envie de faire une seule chose pour l'environnement, du coup, je vous invite à manger bio. Parce que sinon, dans les prochaines années, il n'y aura plus du tout de vivants et on va tous avoir des maladies. Donc voilà, et je sais qu'il y a de l'inflation, je sais que vous êtes étudiants, etc. Et un moyen de faire baisser le coût de la nourriture bio, c'est d'acheter en direct. Or, je pense bien que pas loin d'ici, il y a des maraîchers bio. D'accord ? Donc en fait, vous pourriez certainement trouver de quoi acheter en vente directe. Et là, ça va vous coûter bien moins cher que même du conventionnel en fait en supermarché. Et à cuisiner, parce que faire des chips bio, ça coûte forcément moins cher que d'acheter un sachet de Pringles pas bio, quoi. Donc voilà. Il faut bannir l'utilisation de produits chimiques de synthèse le plus rapidement, hein, parce que c'est ça qui est en train de tout tuer et rendre tout malade absolument partout. Manger moins de produits animaux, je vous ai juste remis que le lait, le beurre, la crème et le fromage, c'est aussi des produits animaux, on l'oublie trop souvent. Manger plus de protéines végétales, donc les protéines végétales, c'est les courges, c'est les... Pardon. Non, pas les courges, c'est les fabacées, les protéagineuses, les légumineuses, c'est-à-dire les haricots, les pois chiches, les lentilles, tous ces légumes qu'on a complètement laissé tomber, alors que d'une part, ils sont pleins de protéines, d'autre part, ils fixent l'azote dans les sols, donc ça permet de plus utiliser d'engrais azotés, donc c'est vraiment doublement formidable. Planter des plantes et des arbres qui nourrissent dans les systèmes agricoles, on a déjà vu. Ne pas tondre, ne pas travailler le sol, rensauvager, ok. Faire un potager bio, en maraîchage sur sol vivant, agroécologique, bio-intensif. Alors, je sais que vous êtes étudiant, encore une fois, que vous avez certainement pas de jardin. Mais en France, 74% des gens ont un espace extérieur. 74% des gens. Donc vous avez certainement des parents qui ont des jardins. Vous pouvez leur dire d'arrêter de tondre et d'exterminer systématiquement tous les insectes. Vous pouvez leur dire que vous avez peut-être envie de faire un potager d'été pour commencer, planter quelques petits pieds de tomates, essayer de se réapproprier ce sujet de l'alimentation, regarder comment pousse la petite plante, à quoi ressemble la graine, tout ça. Ouais, aller aux toilettes dans l'eau, donc ça c'est vraiment le symbole pour moi de la civilisation occidentale dans toute sa décadence. Il faut arrêter d'aller aux toilettes dans l'eau. C'est complètement dément. Encore une fois, ça doit créer du sol et de la richesse. Ce n'est pas un déchet. Ce n'est pas un déchet. Bon, acheter moins, chauffer moins, voilà, sobriété, vous connaissez. Expliquer autour de soi qu'il y a un problème. Donc ça, c'est agir à tous les niveaux. Et donc là, je vous ai mis la partie politique publique. Parce que comme on a dit, l'un ne va pas sans l'autre. Okay, donc il faut impérativement travailler à la transition agricole. Donc il faut qu'on recrée des semences et de la variété génétique. Et il faut que ça, ce soit la propriété des gens qui les utilisent et non pas la propriété des semenciers. Ce sera notre seul moyen d'arrêter la monoculture et l'extermination massive. Okay, il faut travailler à la résilience alimentaire. Initiative 4 pour 1000, c'est hyper important, je vous le montre. C'est le fait que si on augmentait de 4 pour 1000 le taux de matière organique, c'est-à-dire de matière carbonée dans les sols, on capturait l'intégralité des émissions anthropiques. Je répète, si on augmente de 4 pour 1000 le taux de matière organique dans les sols, on capture l'intégralité des émissions anthropiques. Donc là, ça vous donne une idée de la puissance du vivant, de la puissance des sols et de la puissance de l'agriculture. C'est massif. L'agriculture est massivement la solution. Massivement. Mais ça ne veut pas dire que par ailleurs, il ne faut pas arrêter de faire n'importe quoi tous ensemble. Voilà, réformer la recherche, parce qu'aujourd'hui la recherche elle est aussi cadenassée en fait par l'industrie qui fait que de la recherche OGM, qui fait que de la recherche sur le bovin qui fera le plus de viande, etc. Qui fait pas du tout une recherche de résilience et de complexité et de richesse. Voilà, travailler à réformer toute la chaîne agroalimentaire. Et puis, comme je vous disais, hyper important, travailler dans toutes les sciences du vivant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord ? Donc vous pouvez clairement aller enfin faire vraiment de l'environnement, quoi. Aller dans les sciences du vivant, c'est vraiment ça l'environnement. Hein. C'est pas l'industrie, etc. Et travailler à restaurer le vivant. Voilà, j'ai terminé et je voulais conclure en vous disant que restaurer la biodiversité, c'est restaurer le climat.
Voilà, c'est hyper important. S'il vous plaît, prenons les sujets tous ensemble. Je vous remercie. Ça marche. Bonjour. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez vis-à-vis des pesticides. Donc évidemment, il y a sûrement un problème de tuerie massive de la biodiversité à cause des pesticides, mais vous avez parlé du bio comme une solution, qui paraît clairement pas le cas d'un point de vue d'abord. Comme vous l'avez dit, on a des problèmes de famine dans le monde, il y a besoin de nourrir de plus en plus de monde. Le bio, on le sait, c'est un rendement qui est très faible. On utilise beaucoup plus d'eau. D'ailleurs, ça a été prouvé que ça pollue plus que le truc conventionnel. Ça utilise plus d'eau, plus de terrain. Donc évidemment, il y a un problème. Ça, je suis d'accord, il faut arrêter d'utiliser les pesticides. Mais le bio, par exemple, ça ne prône d'arrêter les OGM. Alors qu'on sait qu'on peut utiliser des OGM pour les rendre résistants à certains animaux sans pour autant les tuer. Ça pourrait permettre de pousser beaucoup plus de nourriture à des endroits beaucoup plus arides. Donc le bio, je ne vois pas à quel moment vous pouvez le considérer comme une solution à la fois climatique et pour combattre la faim dans le monde. Alors, pardon, mais déjà les OGM... Alors, déjà les OGM, c'est interdit en France. Premier point. Deuxième point, ce que tu viens d'énoncer là, c'est un raccourci intellectuel, d'après moi. Enfin, pas que d'après moi, mais... dans le sens où l'idée, ce n'est pas de faire de l'agriculture biologique telle qu'elle est faite aujourd'hui. Parce que l'agriculture biologique telle qu'elle est faite aujourd'hui, effectivement, c'est quand même de la monoculture. Tu vois, c'est les mêmes pratiques agricoles. Travail du sol, monoculture, c'est pareil, même espacement, etc. L'idée, comme j'ai dit, c'est de faire une nouvelle agriculture, quoi. Sans monoculture, sans travail du sol, avec quelque chose de bio-intensif. Donc, tu vois, tout mélanger, bien plus pensé et évolué, qui vise à reproduire, si tu veux, ce que la nature fait, c'est-à-dire une complexité et une diversité extrêmement poussée. Et donc, cette agriculture-là, aujourd'hui, elle n'existe pas à grande échelle. Donc, mais effectivement, si tu veux faire la même agriculture en monoculture, espacée, etc., en bio avec un travail du sol, finalement, tu arrives à un résultat qui est pas terrible, ouais. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut faire. Hein. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Non, ok. Non, mais donc, du coup, vous demandez aujourd'hui aux agriculteurs de changer leur mode de production dans le monde entier. Et pour vous, c'est une solution qui est viable. C'est possible de le faire aujourd'hui. En fait, si tu veux, le truc, c'est qu'on n'a pas le choix, quoi. Là, on n'a pas le choix. Tu vois, si le reste du vivant disparaît, on n'existe plus non plus, en fait. Tu vois, on fait partie de l'écosystème. Vous l'avez quand même compris, j'espère, pour le Covid. Hein. L'explosion des virus et bactéries pathogènes, c'est lié à l'effacement de la biodiversité et à cet appauvrissement général génétique. Si on ne réintroduit pas de la complexité et de la variété génétique rapidement, on va avoir de très gros problèmes. Et d'ailleurs, les biologistes sont très étonnés qu'on n'ait pas plus de virus et d'épidémies que ce qu'on a actuellement, même si les courbes sont affolantes. Hein. J'ai en annexe, je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse, mais voilà. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour vous, Madame Grosbois. Vous avez parlé des solutions, déjà, merci. Et vous avez parlé aussi des causes. Et moi, j'aimerais revenir avec vous sur les causes des causes, si on peut dire. Pourquoi aujourd'hui on déverse tant de pesticides dans les sols? Pourquoi le gouvernement autorise, comme par exemple on l'a vu il y a quelques années avec la prolongation de l'utilisation de pesticides tueurs d'abeilles? Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait que la biodiversité est autant occultée de la part des politiques? Est-ce que c'est des raisons économiques ou est-ce que pour vous c'est autre chose? Alors, pardon, mais j'ai pas tout bien entendu. Tu peux redire la fin de ta question, s'il te plaît? Alors, ma question c'est, qu'est-ce qui pour vous fait que les politiques gouvernementales aujourd'hui occultent tant la biodiversité? Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Parce qu'ils sont déconnectés. Principalement, il y a une méconnaissance très profonde des sciences du vivant. La plupart des gens arrêtent en seconde ou en terminale. Voilà. Et les gens sont déconnectés parce qu'ils sont en ville dans un monde minéral et artificiel. Et si tu veux, c'est pris pour acquis en Occident, la nourriture et l'eau. Personne ne se pose la question. Donc ça va causer de grands problèmes. Pourquoi on utilise les pesticides? Je vous ai dit, là, parce qu'en fait, on ne fait plus de semences. C'est les semenciers qui sont aussi les fabricants de produits et qui ont main basse là-dessus. Et donc, aujourd'hui, on est bloqué dans un système. Et aussi, faudrait que les agriculteurs changent. Or, ils n'ont pas nécessairement
la connaissance en biodiversité, en agriculture nécessaire en fait pour changer. Ils appliquent un peu des procédures là depuis des années. C'est un vaste programme. D'ailleurs, même sans faire une agriculture durable, on a la moitié des agriculteurs qui seront partis à la retraite dans moins de 7 ans. Donc on va avoir de très très gros problèmes. L'alimentation ne va plus être quelque chose d'acquis, tu vois, ça va changer. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, merci. Et autre question, est-ce que pour vous, les solutions que vous proposez sont complètement compatibles avec, enfin j'imagine que non, mais avec l'économie qu'on a actuelle? Est-ce que certains agriculteurs devront arrêter leurs activités ou est-ce qu'il y a d'autres solutions envisageables? Alors bon, de toute façon, il y a une majorité d'agriculteurs qui part à la retraite, donc voilà, naturellement, il va y avoir un écrémage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les lycées agricoles et partiellement à l'agro, ils apprennent encore l'ancienne agriculture. Donc ça, c'est un problème. Et c'était quoi, pardon, le reste de la question ? Je rapporte. Oui, il va y avoir des dommages sur l'économie. Tu sais, si on se dépêche pas de faire à manger et de réintroduire de la complexité, c'est même pas des dommages sur l'économie. Enfin, on va vraiment avoir des virus, mais pas comme le corona, quoi, qui était un peu une blague, tu vois. Enfin, faut avoir conscience que la biodiversité, c'est pas progressif, hein. C'est d'un seul coup. Tu vois, c'est des effondrements, c'est massif, quoi. Donc, on n'a pas le choix là, en fait. Il faut vraiment se dire que toute cette stabilité qu'on a connue, on rentre dans un monde très instable. Donc il y a aussi la partie énergie, mais de toute façon, là, la biodiversité, elle est tellement effacée qu'on va rentrer dans un monde instable à cause de ça, quoi. Moi, j'ai une question pour vous, Madame Grosbois aussi. À votre gauche, ici, gauche, yes, je lève la main, là. En gros, dans votre domaine, dernièrement, il y a eu, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que cette idée, elle émerge. C'est l'idée du colibri, c'est-à-dire que chacun fait sa part des choses et ça fait avancer tout le monde. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette idée-là, étant donné que Monsieur Berger nous disait tout à l'heure que, en fait, la somme de plans, c'était pas forcément viable et qu'il fallait plutôt un plan global, en fait, pour faire avancer les choses. Donc voilà. Il faut les deux. En fait, c'est une symbiose. Moi, je travaille dans les politiques publiques. C'est pas. Il faut que. C'est une symbiose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum, une masse critique de citoyens qui fait les choses, et s'il n'y a pas une politique publique pour accompagner, tu vois, s'il y a que la politique publique, par exemple, c'est le cas sur l'agriculture. On subventionne, on donne même des salaires aux gens pour suivre des formations de reconversion en maraîchage biologique. Il n'y a personne. Tu vois, donc l'État, il peut mettre tout l'argent de la terre sur la table. Si personne ne vient, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment les deux. Il faut qu'il y ait une symbiose, en fait, entre les politiques publiques et l'action citoyenne. C'est hyper important. Sinon, ça ne marche pas et ça donne des injonctions contradictoires. C'est la situation dans laquelle on est, en fait. Et du coup, pour le... pas mal. Pour l'action citoyenne, du coup, moi, j'ai une autre question. C'est comment aussi adapter son discours à des populations qui sont peut-être mises de côté parfois et auxquelles on ne s'adresse pas forcément. Parce que là, on est tous entre guillemets, peut-être pas parisiens, mais on vit tous pas loin de la métropole, etc. Pas moi personnellement, moi je viens de la campagne. Les Toulousains, s'il vous plaît. Hop, voilà. Mais en fait, il y a plein de... Enfin, je sais pas, il y a des campagnes. Moi, j'étais à l'école à la campagne, et en fait, c'est des sujets qu'on n'aborde pas du tout. Enfin, il y a plein de gens qui sont déconnectés de cette problématique. Et en fait, quand on leur en parle, on a l'impression juste qu'on les sape et voilà. Moi, j'y vais. Hein. Moi, je vais aux réunions organisées en urgence sur la sécheresse par les chambres d'agriculture dans mon département. Je suis rapporteur d'une assemblée citoyenne. Moi, j'essaye de m'investir un peu, tu vois, à tous les niveaux et dans tous les types de populations, quoi, pour essayer de transcender un peu, ce problème. Mais c'est difficile, oui. C'est pas simple. Là, en fait, faire changer les agriculteurs, c'est la part majoritaire de très loin de la transition, en fait. Et c'est pas facile parce que on les a tellement aussi dénigrés, tu vois, qu'aujourd'hui, il y a des postures, en fait, et ça va être difficile de dépasser ces postures. Moi, j'ai une question à gauche, tout à gauche. C'est une question sur la nouvelle agriculture. Moi, je trouve ça très intéressant, mais... Comment ? Ok. Donc, c'est une question sur la nouvelle agriculture.
Je trouve ça très intéressant, mais si on a plusieurs espèces par mètre carré, par exemple, j'imagine que ça devient très compliqué d'utiliser des tracteurs et des machines agricoles. Et donc je me pose une question très simple. Quel ordre de grandeur de main-d'œuvre il faut pour faire ça? Parce que j'imagine que c'est possible de remettre 50% de la population dans les champs, mais je ne vois pas comment c'est faisable avant qu'en pratique, il n'y ait plus rien dans les magasins. Il n'y a plus rien dans les magasins? Non, mais il faut faire ça de façon progressive. Mais oui, bien sûr, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de gens au champ. Et de toute façon, comme on prévoit de faire de la sobriété, décroissance de flux physiques, les gens vont moins travailler à alimenter le productivisme. Donc il va bien falloir qu'ils fassent autre chose. Et là, en fait, si on décide pas de tous se réapproprier ce sujet, de toute façon, comme la moitié des agriculteurs part à la retraite dans moins de 7 ans, ils sont en train de tout robotiser. Or, robotiser, on sait très bien que ce ne sera pas durable. Parce qu'il faut des circuits microélectroniques pour fabriquer les robots. Que vous êtes au courant qu'il y a eu une pénurie massive de ces circuits microélectroniques qui sont fabriqués à Taïwan parce qu'il n'y a plus d'eau. Là, les problèmes d'eau qu'il y a, ça va être massif, ça va être dans tout. Donc en fait, produire tout ce qu'on produit actuellement, ça va aller de moins en moins bien en fait. Donc on va robotiser l'agriculture, c'est à peu près la façon la plus certaine de se retrouver à avoir très faim. Donc tu vois, si tu remets des hommes et des femmes, bien sûr, au champ, mais tu vois, on pourrait imaginer un travail partiel, c'est-à-dire que tu peux travailler la moitié de ton temps à ton autonomie alimentaire ou à une agriculture commune. Et l'autre moitié de ton temps à faire un métier qui te plaît, j'en sais rien, moi, de la recherche sur la biodiversité ou les trous noirs ou ce qui te fait plaisir. Voilà. On n'est pas obligé d'être binaire. Il faut qu'on arrive à sortir aussi un peu de ce truc-là, quoi. Tu vois, c'est pas forcément soit le champ, le bagne, l'horreur. Par ailleurs, c'est pas du tout ça. C'est ce que j'explique dans le reste de ma présentation. Mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. De toute façon, on sent bien que vivre en ville, tous agglutinés, c'est pas durable. Donc il va falloir se répartir un petit peu plus intelligemment sur le territoire. Moi, j'avais une autre question pour madame. De l'autre côté. C'est pas facile, c'est vrai. Je voulais savoir comment... Est-ce que vous pouvez m'expliquer de manière simple, enfin simple ou en tout cas logique, comment... un agriculteur qui a des fois, certains agriculteurs, donc moi je viens d'un milieu qui est assez agricole, je vois certains agriculteurs qui ont déjà du mal à se payer un salaire alors qu'ils sont exploitants agricoles eux-mêmes. Comment passer, déjà ils sont donc, dans une agriculture qui est intensive, comment passer à une agriculture biologique qui leur apporte moins? Alors, voilà, pardon, mais c'est bien, on va démonter les raccourcis intellectuels de la FNSEA. Quel est le salaire moyen d'un agriculteur? Quelqu'un a une idée ici? C'est des chiffres publics, INSEE. Alors, le salaire moyen d'un agriculteur en France, c'est 55K. D'accord, 55 000 € par an. Vous pouvez retrouver ce chiffre sur l'INSEE. Celui d'un éleveur, c'est 57, 2 000 € de plus. Pour vivre dans le fin fond de la campagne, c'est plutôt des bons salaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà. Donc cette litanie de... Laissez-moi terminer. Cette litanie de les agriculteurs sont pauvres, oui, c'est vrai pour les maraîchers, c'est vrai pour les petits exploitants agricoles. Aujourd'hui, les paysans et les petits exploitants agricoles, ils représentent moins de 2% des exploitations, malheureusement. Tu vois? Donc en fait, tu as une majorité d'agriculteurs qui gagnent tout à fait correctement sa vie, et si c'était pas le cas, ils feraient tous faillite et on crèverait de faim déjà, tu vois. Donc voilà. Et c'était quoi la suite de la question? Parce qu'il y avait deux questions en une, en fait. Et ah oui, et le bio, c'est machin. Alors ça, c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont été formés à raisonner en rendement et chiffre d'affaires. Sauf qu'il n'y a que le résultat net qui compte. D'accord? Vous pouvez avoir un super chiffre d'affaires formidable et perdre plein d'argent, en fait, chaque mois et tous les ans. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en bio, le chiffre d'affaires est plus faible, puisqu'on est sur une bio aujourd'hui qui n'est pas du tout bio-intensive, agroforesterie, tout ça. Mais comme ils ont presque aucun intrant, en réalité, le résultat net en bio est systématiquement supérieur, en moyenne de 30%. Ok? Ça, pareil, tout ça, c'est des chiffres publics. Tu peux me contacter sur LinkedIn, je t'envoie les liens, il n'y a aucun problème, je ferai ça avec plaisir. Mais voilà, il faut faire attention à ce que dit la FNSEA pour obtenir des subventions.
D'accord? Parce que tout ça, c'est de la politique. Ok? C'est de l'influence, c'est du soft power. Il faut aller voir les infos soi-même, c'est très important. Ok? Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Moi, j'avais plutôt une question aussi pour Madame Grosbois. C'était par rapport au, comme vous le dites très bien, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais par rapport au fait que, surtout quand on regarde principalement, que ce soit pour l'agriculture ou d'autres domaines, dans les pays qui sont en voie de développement, on peut voir que ce soit aussi bien les politiques de ces pays ou alors les habitants, ils ne sont pas forcément enclins à changer dans un délai rapide, en tout cas, pas forcément les 10 prochaines années ou un délai de ce type-là. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut quand même s'en sortir en tant qu'humanité? Bah, moi, je pense oui, parce que, tu sais, la biodiversité, si on passait pas tout notre temps à essayer de l'exterminer, elle reviendrait très vite. Très très vite. De toute façon, tu vois bien, même les endroits hyper artificialisés, dès que tu arrêtes de désherber, au bout d'une semaine, ça y est, il y a des petites plantes partout, là. On appelle ça les plantes de trottoir. En fait, on pourrait vraiment très facilement revenir en arrière sur la biodiversité. Ensuite, la question d'une coordination mondiale, j'ai envie de dire, commençons par balayer devant notre porte, parce que sinon on n'en sort jamais en fait. On peut toujours pointer les autres du doigt, mais on n'avance pas, quoi. Donc voilà. Et par ailleurs, il y a déjà des États de l'Inde qui sont passés au 100% bio sans que ce soit une catastrophe comme au Sri Lanka, mais parce que voilà, justement, ils ont revu tout, les semences, etc. Mais non, moi je pense que sur la biodiversité, c'est pas comme sur le climat où on sait que de toute façon ça va se réchauffer, dans quelle proportion, on sait pas très bien et ça dépend de ce qu'on fait. Sur la biodiversité, en fait, si on s'arrête, ça va revenir très vite. Donc en fait, c'est un énorme levier d'action, sans parler du fait que la biodiversité capture du carbone.